Voilà, bah écoutez, moi je crois qu'avec ces quelques extraits, tout est déjà pratiquement dit. Alors, on va en rajouter un petit peu, mais tout est presque dit et ça vient un peu recouvrir notre propos de ce soir. Nous avions proposé en fait de parler des divergences et de la rupture entre Freud et Jung. Je ne sais pas si tout le monde est un petit peu là-dedans, enfin moi je suis restée sur ce sujet-là. Alors, pour commencer et pour parler du mot d'esprit, je voulais juste vous citer d'abord un extrait d'un livre, donc 5 leçons sur la psychanalyse, mais à la fin de ce petit fascicule, il y a quelque chose qu'avait fait Freud et qui s'appelle Histoire du mouvement psychanalytique. En fait, c'est un texte qu'il va écrire justement pour mettre les choses au point par rapport à Jung. Alors voilà ce qu'il nous dit de Jung. Je dirais en terminant que la psychanalyse de Jung ressemble au fameux couteau de Lichtenberg. Après avoir changé le manche et remplacé la lame, il veut nous faire croire qu'il possède le même instrument parce qu'il porte la même marque que l'ancien. Alors, peut-être ne savez-vous pas qui est Lichtenberg. Moi, je ne le savais pas, pour tout vous dire. Pourtant, c'est vraiment un des humoristes, qui était un écrivain également, qui a été un des grands personnages, en fait, pour Freud, et qui s'appelle Georg Christoph Lichtenberg, qui donc vit de 1742 à 1799, donc la fin du XVIIIe. Alors, Lichtenberg donc, a écrit un ouvrage qui s'appelle Le couteau sans manche, et donc sans lame. Donc, ce mot d'esprit, en fait, de Freud, c'est effectivement pour montrer, c'était sa grande question, c'était de dire Jung va dénaturer la psychanalyse et continuer à appeler ça la psychanalyse. Donc, c'était le but de ce mot d'esprit. Alors maintenant, pour revenir à la correspondance et aux divergences entre nos Freud et Jung, puisque nous sommes partis effectivement de la correspondance entre Freud et Jung. Alors qu'ils ne se soient jamais entendus. Je vous donne quelques exemples. Nous sommes tout à fait au début de la correspondance, le 7 octobre 1906, et Freud dit ceci à Jung: que vous n'étendiez pas tout à fait votre estime de ma psychologie sur la question de l'hystérie et de la sexualité, cela, je l'avais déjà soupçonné. Donc là, nous sommes tout à fait au début. Jung, qui est encore un peu dans la fascination, probablement, le 23 octobre 1906, répond « Peut-être ai-je une expérience un peu insuffisante ». Freud répond le 27 octobre 1906, pour modérer son propos: « Je me borne pour l'instant à attirer l'attention sur ce qui nous apparaît grossièrement et avec évidence sur le rôle de la sexualité. » Jung, 4 décembre 1906, « Si je me suis permis de faire cette certaine restriction, ce n'était aucunement pour critiquer votre doctrine, mais par politique. » Alors ça, ce sera effectivement l'argument de Jung, c'est désexualiser la psychanalyse pour des raisons politiques. Mais évidemment que ça ne va pas se limiter à cela. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ce sur quoi, évidemment, le différent va porter, vraiment, mais depuis le début, de fait, ça va s'accentuer avec les écrits des uns et des autres. Alors, il faut vous dire que Freud, qui nous dit là que la lutte n'est pas terminée, je voulais juste soumettre à vous, aujourd'hui, en 2005, un tout petit passage d'un ouvrage qu'il fait paraître en 1905, c'est-à-dire il y a 100 ans. Et si on prend un tout petit extrait où il parle de la sexualité infantile, le chuchotement qui apparaît déjà chez le nourrisson, qui
peut se poursuivre jusqu'à la maturité, ou se maintenir durant toute la vie, consiste en une répétition rythmique avec la bouche, les lèvres, d'un contact de succion, dont la finalité alimentaire est exclue. Une partie de la lèvre elle-même, la langue, ou toute autre région de la peau qui se trouve à portée, même le gros orteil, peuvent être pris comme objet de cette activité. Une pulsion d'agrippement apparaissant à cette occasion se manifeste par exemple, bon, ça continue, la succion voluptueuse s'accompagne d'une distraction totale de l'attention et conduit dans une sorte d'orgasme. Évidemment, quand Freud écrit ça, en 1905, il se vend 1000 exemplaires, donc ça, sur le moment, ça ne fait pas un scandale extraordinaire. Il y aura d'autres éditions, et ces autres éditions seront vendues en tout à peu près à 4000 exemplaires. Donc c'est avec ça que Jung se rendra notamment aux États-Unis. Et là, il n'aura de cesse qu'effectivement de mettre un peu sous le boisseau la sexualité telle qu'elle est décrite et annoncée en fait dans ces 3 essais sur la théorie sexuelle. Alors, voilà, en fait, tout est dit. Freud n'a pas l'intention d'arrêter donc ce qu'il va appeler la libido, développer effectivement ce qu'est la pulsion sexuelle, mais qui viendra pulsion de vie, pulsion de mort. Et quant à Jung, lui, il va essayer effectivement, c'est Freud qui parle, hein, de noyer un peu les choses dans la libido devient une énergie psychique. Et ça va devenir quelque chose de très difficile à comprendre. Et Freud le dira à plusieurs reprises dans ses ouvrages, parlant de Jung, notamment toujours dans cet ouvrage sur l'histoire du mouvement analytique. L'exploration individuelle a révélé et révélera toujours que les complexes sexuels, au sens originel du mot, sont toujours vivants et agissants. Qu'à cela ne tienne, on renoncera à l'exploration individuelle, on cherchera à formuler des conclusions d'après les données fournies par l'exploration ethnologique. En remontant à la première enfance de l'homme, on risquait de se trouver en présence de la signification véritable, non voilée des complexes qu'on cherchait à réinterpréter. Aussi, la nouvelle école adopta-t-elle pour règle thérapeutique de s'attarder le moins possible à se passer, de se hâter, de revenir au conflit actuel dans lequel, Dieu merci, tout ce qui est accidentel et personnel disparaît pour faire place à l'élément générique, essentiel, le non-accomplissement de la tâche vitale. Ça, c'est la critique, en fait, que fera, enfin, une des critiques, parce qu'il n'aura de cesse, effectivement, Freud, de critiquer la manière dont Jung va réinterpréter l'énergie, la libido. Et en fait, je vous livre encore juste ce qu'il dira, c'est le désir d'éliminer ce qu'il y a de choquant dans les complexes familiaux, afin de ne pas retrouver ces éléments choquants dans la religion et dans la morale. Voilà ce qu'il dit donc de Jung. Et il dira effectivement, le sens est anagogique et il s'agit de ne pas les interpréter à la lettre. Parce qu'enfin, il faut vous dire que Jung nous dira que l'inceste ne doit pas être pris tel quel, c'est en fait le symbole d'idées plus élevées. Et donc, il désexualise, dira Freud, sans arrêt, effectivement, la doctrine. Voilà. Donc moi, j'en reste là, je vais laisser mes collègues continuer sur ce thème qui est toujours effectivement la sexualité, qui est la question avec le complexe d'Oedipe et l'inceste qui va opposer Freud et Jung. Alors Mireille Tchiffel. Alors, je vais reprendre un peu cette question-là, mais c'est-à-dire la rupture entre Jung et Freud.
mais je vais essayer de vous la raconter à partir des Suisses de l'époque et de l'interprétation qu'ils ont donnée à l'époque de cette rupture. Alors, dans la conférence que j'avais faite, j'avais parlé de Théodore Flournoy, et Théodore Flournoy, en 1916, donc 3 ans après la rupture, fait une conférence que Piaget avait annoncée comme une conférence concernant Jung-Freud, et dont il avait dit un exposé merveilleux de clarté, de hauteur de vue, émaillé d'aperçus originaux. Et voilà ce que, je prends un extrait de ces notes que j'ai retrouvées de conférence de Flournoy, de cette conférence qui s'appelait en fait « Psychanalyse et religion ». Et voilà ce que Flournoy met. À la notion judaïque de la religion, école de Freud, je préfère la notion suivant l'idéal chrétien, qui est celui des psychoanalystes de l'école de Zurich, Pfister, Keller, Ricklin, Meder, Bleuler. Dr Jung, Wandlungen und Symbol der Libido, y joindre Silberer, Problème des Mystiques und ihrer Symbolik, 1914. Freud, israélite, empiriste, le fond est sexualité, libido, Freud, Zurich, protestant, métaphysicien, théologien. Freud, effectivement, dans la contribution à l'histoire du mouvement psychanalytique dont tu viens de parler, dira « Je terminerai en souhaitant un heureux voyage sur les hauteurs à ceux qui, à la longue, n'ont pu supporter le séjour dans le monde souterrain de la psychanalyse. Puissent les autres terminer heureusement leur travail dans les couches profondes de ce monde. » Alors, il y a bien des hypothèses qui ont couru effectivement sur la rupture qui s'est faite au congrès de Munich en 1913, et chacun des protagonistes a donné sa version. Histoire d'un complexe paternel, procès d'individuation et de prise en indépendance, déviation théorique à l'orée du maternel ou du religieux, divergence de tempérament, drame du dauphin, trop tôt reconnu et apparemment embarrassé de l'être, histoire d'histoire transférentielle et théorique. Mais effectivement, les Suisses ont quitté le mouvement, et Théodore Flournoy, qui intervient assez peu, en fait, est le théoricien de cette rupture. Alors, en 1913, donc juste avant la rupture, il y a eu 11 comptes rendus d'ouvrages psychanalytiques dans les archives de psychologie. 8 ont été faits par Flournoy, et voilà ce qu'il dit sur un article de Adolf Keller, qui était un pasteur psychanalyste. Cet excellent article s'inspire, on le voit, de la même largeur et hauteur de vue que les écrits de Jung. On y sent bien le contraste entre la tendance purement psychobiologique et étroitement positiviste de l'école viennoise et celle de l'école zurichoise, qui, sans le céder en rien, en fait de rigueur scientifique, témoigne d'une beaucoup plus grande ouverture d'esprit, d'une sensibilité plus délicate, d'une préoccupation plus vivante pour les questions morales, religieuses, sociales et pédagogiques. Donc, il redit hauteur de vue, délicatesse, sensibilité, préoccupation pour le religieux. Alors, j'avais toujours rêvé de reprendre toutes les métaphores des uns et des autres. Il y a une métaphore qui court entre Freud et Jung, c'est celle des hauteurs. Alors, par exemple, le 12 novembre 1911, Freud avoue à Jung s'être laissé inciter, sous l'emprise d'on ne sait quel diable, à le suivre sur le terrain de la religion. Il ajoute, pour ne pas trop l'effrayer par cette concurrence, donc ça c'est les paroles de Freud, « Probablement réussirons-nous à passer l'un à côté de l'autre, en ce que je creuse mes galeries bien plus profondément dans le sol que vous ne tracez vos tranchées, de sorte que je pourrai vous saluer chaque fois que je remonterai à la lumière. De là-haut, je vous saluerai, signé Sigmund Freud. »
Donc, ils en étaient à savoir qui était le plus profond, qui était le plus haut, comment ils allaient se rencontrer. Alors, hauteur de vue, effectivement, c'est là-dessus que va se porter une part de la rupture. Flournoy dira, tout hospitalier qu'il ait été, le sol helvétique n'est pas resté sans modifier plus ou moins la plante étrangère et communiquer à ses fruits un bon goût de territoire, s'agissant de la psychanalyse. Donc, ça veut dire que, alors bon, on pourrait dire que les cimes élancées de nos montagnes enneigées, que notre protestantisme a préféré quelque chose allant dans la hauteur et dans la sublimation que dans les profondeurs de la sexualité. Et effectivement, dans le cours de psychanalyse que fait Flournoy en 1913 et 14, il dit ceci sur le pansexualisme de Freud. Ce mot est dû aux adversaires de Freud, cette idée de mettre la sexualité partout nous choque, mais a priori pas d'objection à faire. Alors, il reconnaît effectivement que le sexualisme incontestable des névroses, mais, dit-il, il est secondaire, c'est-à-dire qu'il est dû à une régression résultant de l'insuffisance actuelle de l'énergie morale de l'individu. Donc, pour lui, la question de l'interprétation et de la version helvétique a le bénéfice de n'être plus rien, de ne choquer, en tout cas pas l'éthique, et de s'allier à la philosophie idéaliste et chrétienne la plus élevée. Donc, pour lui, la rupture se fait sur une question de morale. La morale doit-elle ou non préoccuper le psychanalyste, dit-il dans son cours. C'est sur ce point que la rupture s'est faite. Donc, il va beaucoup travailler avec Jung la sublimation, la morale et l'éthique, et donc savoir effectivement ce qu'il nous lègue de cette tension-là, et d'avoir essayé de sublimer, de métamorphoser la boue sexuelle en hauteur helvétique. Voilà, Wotan contre Picasso, le dieu germanique contre l'artiste des temps modernes, tel fut le titre de ma conférence donnée le 22 février donc, de cette année. Ma thématique ne portait pas directement sur les relations de Jung-Freud, car je n'ai relevé que quelques épisodes de l'activité intellectuelle et politique de Jung des années 30 et 40, et je me suis non plus, étant non spécialiste, occupé des théories psychanalytiques. Il s'agissait pour moi, pour être précis, donc de quelques articles du psychiatre, donc de Jung, concernant les écrits de Hermann von Keyserlingk, ainsi que les commentaires sur Picasso, Joyce, le dieu Wotan, Hitler et les Juifs. Afin de vous rappeler mes propos, je vous propose d'écouter ce que Jung disait dans un article de la NZZ du 13 novembre 1932, ce que Jung disait donc sur Picasso. Je cite: « Le problème psychique de Picasso, tel qu'il s'exprime dans l'œuvre du peintre, s'avère parfaitement analogue à celui de mes patients. Sa personnalité ne se tourne pas vers l'idéal reconnu du bon et du beau, mais se fie à l'attraction démoniaque de la laideur et du mal qui, chez l'homme moderne, surgit comme un antéchrist et un diable pour produire un sentiment de déluge. Un sentiment de déluge qui infecte le monde pour le corrompre, mit tödlicher Zersetzung angesteckt, en allemand c'est encore plus fort, et qui, finalement, à l'instar d'un tremblement de terre, le décompose en morceaux, décombres, lambeaux et éléments inorganiques. » Fin de citation. Dans une préface du volume qui contient les articles mentionnés, Jung a bien précisé qu'il considère ces réflexions particulières, donc tenues dans les années 30,
qu'il considère ses réflexions en tant que commentaires sur des questions de la société et de la vie publique actuelle. Il s'agissait en fait d'interventions politico-culturelles bien préparées avec lesquelles Jung cherchait à renforcer le discours de la droite politique qui, au cours des années 30, s'est manifesté de plus en plus violent, aussi bien en Allemagne que dans les rues de Zurich. En se référant à Hermann von Keyserling, Jung qualifia la Suisse comme profondément chtonique et conservatrice. Ce qui est troublant, c'est que Jung interprète l'esprit germanique et le mouvement de Hitler dans le même sens, ce qui donne l'impression que les deux pays s'alignent sur une même perspective. Par ailleurs, Jung salue, dans un discours à la radio allemande, Jung salue l'avènement du national-socialisme comme, et je cite, un événement naturel nécessaire, naturnotwendiges Geschehen, lequel il faut suivre, toujours les mots de Jung, lequel il faut suivre avec une conviction délibérée. Hitler, dit-il encore, Hitler est l'incarnation de l'âme du peuple et son porte-parole, Sprachrohr. Il se tourne finalement, donc Jung, en 1936, vers Wotan, le dieu qui, selon Jung, témoigne de la Gottergriffenheit, de l'inspiration divine du peuple allemand. Et c'est dans ce contexte que Jung parle des Juifs. Il compare cette Allemagne, inspirée d'une nouvelle mission culturelle, à la culture juive, pour conclure que cette dernière n'a jamais produit et ne produira jamais une culture qui lui soit propre. Jung confirme sans gêne un antisémitisme certain et en déniant au peuple juif la capacité de produire une culture, il le range, en comparaison avec l'Allemagne, il le range sur un niveau inférieur. Ce bref rappel de quelques passages de ma conférence nous mène indirectement quand même vers Freud. En effet, tenant compte que Jung salue l'avènement de Hitler tout en dénigrant la culture juive, il légitime en fin de compte justement ces forces politiques qui changeront la vie de Freud. Les livres de Freud seront publiquement brûlés et Freud lui-même est contraint de fuir l'Europe. Or, cette politique antisémite de l'Allemagne nazie sert très directement les intérêts de Jung. En effet, à la fin de l'année 1933, il constate avec satisfaction l'incompatibilité entre la psychologie germanique et celle de Freud, en précisant que ce dernier n'ait jamais rien compris de l'âme allemande. En conséquence, Jung sollicite une séparation radicale et définitive de la théorie de Freud, ce qui ne sera pour la science, ajoute-t-il, que profitable. Ou en d'autres termes, Jung utilise tacitement la persécution des Juifs pour évincer du débat scientifique la théorie de Freud. Jung sait en fin de compte, même s'il ne s'agissait que par un consentement passif, Jung s'est en fin de compte fait complice de la persécution des Juifs par les nazis. Ce qui me frappe dans cette affaire par rapport à l'histoire suisse, c'est l'impact des interventions de Jung sur la société helvétique. En quelque sorte, la ville de Zurich consacre en fait cette attaque contre Picasso par l'attribution du prix littéraire de la même année à Jung. Et l'école polytechnique de Zurich nomme Jung, en 1935, professeur titulaire, un acte qui n'a sans doute pas été accompli sans le consentement du Conseil fédéral. Ainsi, la Suisse officielle a renforcé le camp anti-Freud tout en se ralliant à une vision chtonique, on pourrait en fait aussi dire à une vision de sang et du sol de la Suisse. Quant à Jung, il avait raison de qualifier ces articles comme intervention dans l'histoire immédiate, in die Zeitgeschichte, comme il disait. Par le truchement de Jung, par les paroles de Jung, la Suisse,
a affiché couleur, ou en tout cas certains milieux en Suisse ont affiché couleur dans ce paysage politique. J'aimerais terminer ma brève intervention par une remarque qui concerne de manière plus générale l'histoire intellectuelle de la Suisse. Je veux parler des sciences sociales. Avant la Première Guerre mondiale, la sociologie et la psychologie ont pris un départ prometteur dans notre pays. Mais après la guerre, et notamment dans l'ambiance des années 30, ces sciences ont été terrassées et partiellement évincées du monde académique. Tenant compte du musellement de ces sciences, on est porté à voir dans les commentaires de Jung sur Picasso, Joyce, Wotan et Hitler une sorte de théorie sociale et culturelle qui a offert à la société helvétique des années 30 une introspection et une perspective idéologique. Dans les approches analytiques à la société, la notion de Völkisch, communauté du peuple, qui portait sur l'idée d'une constitution archaïque de la nation, avait largement pris le devant. Certes, il s'agissait d'un concept germanique, propagé en premier lieu par la droite nationaliste de l'Allemagne nazie, mais on le retrouvait ce concept aussi en différentes variantes en Suisse. La qualité völkisch, vous avez dit les hauteurs, la neige et tout ça, c'est vrai, il a donc aussi, comme j'ai expliqué la dernière fois, fait toute une théorie pourquoi la Jungfrau est chtonisch et pourquoi c'est le caractère profond du peuple suisse, mais la qualité völkisch, en fait, remplaçait le regard critique sur la société de l'époque. Völkisch et Volksgemeinschaft s'est mis à la place du contrat social cher à Rousseau et au libéralisme du siècle des Lumières. Or, le discours politico-culturel de Jung introduisait justement cet élément völkisch dans le débat public. C'est la raison pour laquelle j'ai parlé d'un revirement sous l'influence de Jung de la culture politique suisse des années 1930. Bonsoir, je vais parler aussi au nom, et brièvement d'ailleurs, mais au nom de deux personnes, la mienne propre et celle de Senouch Hamdassani, qui était mon compagnon non pas d'infortune, mais enfin, de table lors de la petite conférence que nous avons donnée le 7 avril, qui portait d'une part pour Senouch Hamdassani sur Jung et une sorte de Jung avant Freud, ou avant que l'histoire n'en fasse un ami puis un ennemi de Freud, un Jung considéré hors du freudisme, disons, et également sur mon propos, quant à lui, portait sur Flournoy. Je parle ce soir sous l'autorité bienveillante de Jérémy qui a ouvert la voie des études flournoyennes il y a une vingtaine d'années de cela. J'aimerais en tout cas remercier au nom des historiens de la psychanalyse d'avoir attiré l'attention sur ce personnage qui est loin d'être mineur. Si je remercie Mireille, ce n'est pas uniquement pour cela, c'est aussi pour inciter sur un point méthodologique qui au fond était le cœur un petit peu des interventions de Senouch Hamdassani et de moi-même, à savoir la conviction comme historien de la médecine, de la psychologie, de la psychanalyse que nous sommes, que nous espérons être, l'importance d'une historicisation, d'une perspective historique et historiciste, si on veut, de l'ensemble de ces mouvements. On a vu dans le petit extrait que nous a soumis Francesco Panese, Freud faire son histoire. Il était à la fin de sa vie et il dit j'ai eu une intuition, j'ai eu des convictions, j'ai découvert ceci, cela, et le combat fut difficile, et ils étaient fort peu au début, nous étions fort peu, et maintenant le combat continue, mais la psychanalyse a gagné. Voilà donc une vision historique, quelqu'un qui raconte sa propre histoire,
de même qu'il la raconte dans un certain nombre d'ouvrages, dont précisément celui que Marlène Dietrich a cité sur l'histoire du mouvement psychanalytique. C'est là une histoire interne, et c'est évidemment une histoire sur laquelle se sont fondés énormément d'historiens, d'historiennes même de la psychanalyse jusqu'à nos jours. L'histoire considérée du point de vue de celui qui a créé un bout d'histoire. Ce type d'histoire-là, évidemment, ses mérites, à savoir celle de renforcer une identité collective, ça a des mérites essentiellement internes, de renforcer une identité collective, de donner une structure à un mouvement, de structurer et de faire avancer la cause. Pour un historien un peu à distance, cette perspective-là, évidemment, est assez insatisfaisante. Alors, on ne va pas faire reproche à Freud de ne pas avoir été un bon historien, puisque ce n'était pas son métier. Mais comme historien, il me semble qu'il faut précisément prendre l'histoire que nous raconte Freud comme un élément d'une histoire qu'il faut raconter, non pas comme la vérité ultime de cette histoire. Et je crois qu'un des grands moments de cette histoire interne a précisément été de se focaliser avec une attention extrême sur les rapports entre Freud et Jung. Jung lui-même a contribué à cette histoire à l'interne de son rapport avec Freud. Et il me semble qu'un des messages que soit Sonu Shamdasani, soit moi-même souhaitions apporter dans ce débat, dans cette série, c'était l'importance de se détacher des propos, enfin qu'il fallait tenir compte des propos que l'un et l'autre s'échangeaient avec plus ou moins d'élégance, d'amabilité ou de hargne, comme on l'a entendu. Les échanges n'ont pas toujours été très cordiaux entre l'un et l'autre. De détacher, de ne pas négliger évidemment ces propos, mais de ne pas les prendre pour le témoignage disant la vérité de l'histoire, mais au contraire comme des témoignages constitutifs d'une histoire à créer. Et que cette histoire à créer, c'était notre travail d'historien, c'est une histoire toujours en cours, consiste à notamment contextualiser ce type de propos. Alors, ce que Sonu Shamdasani tente de faire au fil de ces divers ouvrages qui commencent à s'accumuler, c'est d'essayer de comprendre, par exemple, comment un Jung, qui est un Jung et comment est un Jung avant qu'il ne devienne l'ami puis l'ennemi de Freud. Et ce faisant, on s'aperçoit d'un certain nombre de choses, à savoir que Jung élabore une théorie de l'inconscient, du subconscient ou des phénomènes psychiques sans attendre Freud, parallèlement à Freud. Ce qui est, si on se place du point de vue de l'histoire interne de la psychanalyse, assez surprenant aujourd'hui encore. Au sens où on a tendance à considérer comme Jung comme une sorte d'élève de Freud reniant le père. Historiquement et en contextualisant, les choses n'apparaissent pas du tout de cette façon-là. Il suffit de se pencher sur les écrits que Jung produit avant sa rencontre avec Freud, avant même qu'il ne connaisse Freud. On s'aperçoit qu'il y a là tout un matériau extrêmement intéressant à creuser qui suggère que Freud n'est pas le seul au monde à ce moment-là, et que tous ne sont pas ses disciples fidèles ou infidèles, mais que d'autres élaborent un certain nombre de théories assez intéressantes, dont éventuellement Freud lui aussi peut s'inspirer dans la La même chose vaut pour Théodore Flournoy, donc j'ai mentionné les travaux de Mireille Fadi à l'instant, qui a eu un de ses principaux mérites, parmi d'autres, ça a été de faire rééditer des Indes à la planète Mars, dont je vous avais un petit peu parlé au mois d'avril. Cet ouvrage qui paraît en même temps que l'interprétation des rêves de Freud, à quelques jours près, et qui est un ouvrage connaissant donc un énorme succès de son temps, avec une histoire assez fascinante entre quelqu'un qui ne s'appelle pas psychanalyste, mais un psychologue, Théodore Flournoy, et une médium qui est son sujet, non pas sa patiente, mais son sujet d'analyse, avec lequel une relation très intense se noue. Un ouvrage qui a un énorme succès, et dont le succès est ensuite, pour ainsi dire, occulté par la réussite sociale du terrain de la psychanalyse. Le travail de l'historien consiste à retracer, à relire cet ouvrage, à essayer de le lire, non pas à la lumière du freudisme ultérieur, mais à la lumière des contemporains.
de Flournoy. C'est de comprendre son succès, puis éventuellement les raisons de son éclipse relative. De même qu'il consiste à lire Jung en essayant de le lire dans une perspective qui serait celle d'un Jung écrivant son livre et non pas celle d'un Jung devenu l'ennemi de Freud 20 ans plus tard. Voilà l'essentiel non pas du message, mais enfin de la démarche historicisante qui est celle que nous tentons de proposer quelques-uns. Et il me semble que cette démarche-là peut se faire non pas en conflit avec celle ou avec la vision qu'ont les psychanalystes de leur propre histoire, mais plutôt comme un dialogue possible. C'est une histoire qui ne s'en prend pas au contenu en tant que tel et qui ne débat pas des valeurs respectives de Jung et de Freud quant à la théorie de la sexualité, par exemple, qui ne s'interroge, qui suspend son jugement sur le fait de savoir si c'est bien la sexualité ou les eaux bourbeuses ou les mouvements chtoniens de la sexualité qui sont primordiaux plutôt que ceux de la métaphysique protestante de Jung, mais au contraire, donc il s'agit non pas de se prononcer sur la valeur supérieure de l'une ou de l'autre, selon qu'on soit Freud ou Jung, mais simplement essayer de relire les raisons pour lesquelles l'un, à un moment donné, propose telle ou telle théorie et l'autre telle ou telle autre théorie, et aussi mouvement d'historiographie qui n'est pas terminé, pourquoi et comment se fait-il que au cours du XXe siècle, ces deux théories, pour prendre ces deux parmi d'autres, s'opposent, voire se complètent, laquelle, pour des raisons sociales, a plus de succès, quelles sont les connivences politiques de l'une à tel moment, comme le suggère Hans-Ulrich. Donc, une histoire de la psychanalyse qui fait qui ne soit pas uniquement une histoire des idées et une histoire des valeurs de ces idées, mais aussi une histoire de certains acteurs et de leur insertion dans le siècle, du coup, qui n'est plus uniquement le siècle de la psychanalyse, pour reprendre un titre d'une historienne de la psychanalyse. Bon, donc la règle du jeu, c'était de prendre, depuis sa propre conférence, un peu un point sur la rupture entre Freud et Jung. C'est vrai qu'il y a plusieurs points autour de la question de la psychose, puisque moi j'ai parlé de la psychose et des inventions de la psychose. Il y a plusieurs points, enfin, la question du symbole, la place du mythe, l'interprétation de l'Édipe, la place de la biologie, du corps. À l'intérieur de la question clinique, il y a le problème de la schizophrénie, puisque quand même Freud a convoqué Jung et Zurich et Bleuler pour aller explorer quelque chose de la schizophrénie et du complexe maternel, du moteur complexe. Mais enfin, bon, il semble que dans tout ce débat, le point qui apparaît le plus central, c'est celui de la tension autour de la question sexuelle et de la critique du primat de la sexualité dans l'interprétation de la causalité psychique. Donc moi, je fais juste un petit travail à l'intérieur de ce débat, juste vraiment que je soumets à l'historien, puisque dans une certaine mesure, puisqu'au fond, on a quand même un peu de peine à comprendre dans cette correspondance que j'ai retraversée pour ce cycle, à comprendre qu'est-ce qu'on appelle la sexualité. Et même aujourd'hui, de se demander qu'est-ce qu'on appelle la sexualité. Qu'est-ce que c'est cette histoire dite sexuelle, du primat du sexuel? Et également dans la clinique aujourd'hui, on en parlait hier avec quelqu'un ici présent, on peut se demander qu'est-ce que c'est que le repère sexuel, et en particulier pour l'enfant. Alors la sexualité, elle a plusieurs valences dans le débat de la psychanalyse. Une, c'est celle de la pulsionalité, c'est-à-dire de la façon dont l'autre inscrit le trajet de la pulsion. La pulsion qui est ce concept limite en psychanalyse entre le somatique et le psychique, et qui, au fond, joue un rôle tout à fait central dans la façon dont les psychanalystes discutent la question de la sexualité. Donc la sexualité comme pulsionalité, donc comme urgence du vivant, urgence de la vie, Lebensnot, c'est-à-dire l'idée même qu'un sujet n'est finalement peut-être pas autre chose que la façon de traiter le pulsionnel en lui, c'est-à-dire le vivant.
que finalement ce qui émerge comme sujet, ou comme symptôme, ou comme conflit, c'est le traitement du réel pulsionnel. C'est le traitement de la pulsionnalité. Donc ça, c'est un des premiers axes pour penser la question sexuelle, c'est de penser la question pulsionnelle, c'est-à-dire finalement une pulsion non régie par un ordre, quel qu'il soit, tonique, céleste ou profond et boueux. Donc qu'est-ce que le sujet fait du vivant en lui, qu'il trouve dans son organisme à sa naissance. Un autre axe pour penser la sexualité, c'est effectivement le procès oedipien. C'est de la situer dans le procès oedipien, et ça, c'est une autre façon de penser la question sexuelle, qui est évidemment énormément présente dans le conflit Freud-Jung, qui est beaucoup un conflit sur la question de l'Oedipe, plus que sur la question pulsionnelle, et que dans le texte de Freud sur l'histoire du mouvement psychanalytique, effectivement, on comprend que la rupture s'est beaucoup jouée autour de l'interprétation d'Oedipe, du mythe d'Oedipe. On pourrait dire que finalement le débat Freud-Jung, c'est le débat Thèbes en Grèce versus Thèbes en Égypte. Et que l'interprétation jungienne est plus proche de Thèbes en Égypte, alors que Freud, tout juif qu'il est plus proche de Thèbes en Grèce, et du processus de pacification par l'Oedipe, effectivement, qui n'est pas vu de la même manière par Freud et Jung. C'est d'ailleurs comme ça que Freud repère son conflit avec Jung. Le complexe d'Oedipe n'était pris que symboliquement. En lui, la mer signifiait l'inaccessible. À la place du conflit entre des tendances érotiques opposées au moi et l'affirmation du moi, on vit se dresser le conflit entre la tâche vitale et l'inertie psychique. La conscience névrotique d'une culpabilité correspondit au reproche de ne pas se montrer à la hauteur de sa tâche vitale. Donc là, c'est effectivement une interprétation tout à fait différente du conflit oedipien. Un autre axe pour penser la sexualité, pulsionalité, deuxièmement l'Oedipe, troisièmement, c'est la question de la différence des sexes. Et là, au fond, ce n'est pas du tout clair dans ce débat Freud-Jung qu'est-ce qu'il nous enseigne à l'intérieur de leur tension sur la question de la différence des sexes et de la façon dont un sujet se débrouille avec la différence sexuelle. Et par contre, ils nous disent quelque chose dans leur débat d'intéressant, c'est la manière de traiter la différence sexuelle plutôt par la question d'origine, et que du rapport sexuel, c'est-à-dire du non-rapport sexuel, ou de l'énigme de la place du rapport sexuel des parents dans la conception de l'enfant. Et que c'est plutôt ce qui est en jeu, le débat autour de la sexualité, par rapport à l'impossibilité de penser ou l'obsession de penser l'origine comme sexuelle. C'est-à-dire que l'enfant a une tendance à nier la sexualité de ses parents, et on retrouve tout à fait ce débat, je trouve, dans le débat Freud-Jung, la position de l'enfant par rapport au fait qu'il est issu de quelque chose où les parents faisaient autre chose en concevant l'enfant, c'est-à-dire où la sexualité jouait un rôle qui n'avait pas un but de procréation seulement. Et que Freud, c'est intéressant, parce que Freud insiste beaucoup sur cette question du contournement de la sexualité, des théories sexuelles infantiles de Freud. L'article de 1908, les théories sexuelles infantiles de Freud, c'est des théories non sexuelles qui contournent le sexe et qui ont toutes les ruses de l'enfant pour éliminer la question du sexe. Freud lui-même, dans ce texte, dit qu'il avait cite d'une certaine manière la perplexité de l'enfant, qui est peut-être aussi la sienne, par rapport à cette question sexuelle. Donc, plutôt que de penser la différence des sexes, c'est l'origine comme sexuelle qui sera en jeu. Alors, dans ce débat, je terminerai là-dessus, il y a une chose intéressante sur le plan historique, autour de la psychose, c'est la question de l'autisme. Et je voulais juste citer cette lettre pour mémoire, une lettre de 13 mai 1907 de Jung, et qui est quand même dans le moment où Jung et Freud s'entendent encore, et où Jung, pour Freud, fait une critique de Bleuler, puisqu'il nous explique que le terme que Bleuler forge d'autisme, qui est donc un noyau propre au phénomène schizophrénique, qui joue une grande place dans le chapitre entier important et
très bien construit de la démence précoce, il dit, Jung lui-même, que le mot autisme chez Bleuler est tout simplement une résistance à l'éros, c'est-à-dire que Bleuler a forgé le mot autisme en enlevant éros dans auto-érotisme. Et comme le dit Jung, il ne veut toutefois pas dire auto-érotisme, mais autisme ou ipsisme. Pour moi, je suis déjà habitué à auto-érotisme. Donc là, le 13 mai 1905, il y a déjà un débat autour de la question de la schizophrénie et de la psychose sur cette question entre autisme et auto-érotisme chez Jung lui-même. C'est donc la lettre du 13 mai et de Jung. Et puis, il y a une réponse de Freud où il dit « Je dois ajouter quelque chose pour Bleuler, l'auto-érotisme est pourtant désigné sans équivoque dès les 3 essais, psychiquement si vous voulez, etc. Et le fait que l'enfant ne parle pas vient, etc. » Et donc, Freud reprend la critique de Jung pour situer à la fois le point de convergence et le point de divergence entre Freud et Jung autour de la question de la sexualité et de cette problématique de l'auto-érotisme. Juste un petit rappel historique sur un point particulier, puisque le mot autisme reste important dans la clinique de la schizophrénie, mais a été ensuite repris par Kanner en 1943 pour désigner les troubles psychotiques graves et extrêmement précoces de l'enfant, qui est d'ailleurs bien défini comme opposé à la schizophrénie. Merci. Alors, je vais parler de cette rupture par rapport à un autre axe. Au début de la correspondance, un des premiers thèmes touchait la psychose, et petit à petit, il y a le thème de la mythologie qui prend place et de l'importance. Et j'aimerais donc illustrer ce développement à travers la lecture de quelques extraits. Et on verra à partir de cet axe de la mythologie aussi certaines divergences qui s'établissent au fur et à mesure. Freud, au début, il souligne l'aspect de la relation d'objet dans la psychose, et à un certain moment, l'objet passe à se confondre avec la mère. L'Oedipe surgit timidement au début, et le débat sur la culture passe à faire contrepoint à la psychose. Un des premiers écrits sur les mythes vient de Rickling, en fin 1907. Le 13 août 1908, la mythologie revient sur scène à travers Freud, qui a le soupçon que le noyau du mythe serait le même que celui de la névrose. En novembre 1908, Jung définit la symbolique, qui est le produit collectif qui serait à l'origine des symboles individuels. Si Freud veut reconnaître dans la mythologie ce qu'il a trouvé dans la clinique de la névrose, Jung, au contraire, veut importer de l'histoire les éléments qui permettent de comprendre la psyché. Cette différence-là, elle sera bien claire dans Totem et Tabou. Déjà dans l'introduction, Freud, il parle de l'école de Zurich. Freud, il voulait exporter, disons, et Jung importer. Alors, en janvier 1910, Freud, il y a toute une série de lettres que j'aurais pu citer déjà, que je passe un peu à cause du temps. Je citerai 6 extraits, plutôt à partir de 1910. Freud, il lance les bases de Totem et Tabou, et ici, la Hilflosigkeit devient la raison dernière du besoin des religions. Donc c'est une lettre de Freud à Jung du 2 janvier 1910. Et cet extrait, à la fin de la lettre, Freud disait « De mes propres éclairs d'esprit, je suis à nouveau parfaitement bien et improductif en conséquence. » Ce qu'il voulait dire que lorsqu'il était malade, il écrivait, lorsqu'il était bien, il n'écrivait pas. Donc je suis à nouveau parfaitement bien et improductif en conséquence. Je ne peux vous confier qu'une chose. La raison dernière du besoin de religion m'a frappé comme étant le désemparement infantile, Hilflosigkeit.
qui est tellement plus grand chez l'homme que chez les animaux. À partir de ce moment, il ne peut plus se représenter le monde sans parents et s'octroie un Dieu juste et une nature bonne. Les deux pires falsifications anthropomorphiques de l'image de l'univers dont il pouvait se rendre coupable. Mais cela est vraiment très banal. D'ailleurs, une déduction de la pulsion de conservation, non de la pulsion sexuelle, qui s'y ajoute plus tard son sel. Donc c'est très intéressant. Freud fait appel à la pulsion de conservation pour expliquer l'origine des religions. Lorsqu'il parle du désemparement humain, comme si l'animal n'était pas désemparé, je crois qu'il n'a jamais vu un chaton, un nouveau-né, n'est-ce pas? À cette même période, Jung cite la conférence d'Erizao, qui était la première ébauche de métamorphose et symbole de la libido. Donc c'est une lettre de Jung du 30 janvier 1910. Cher monsieur le professeur, je parviens enfin à vous écrire à loisir. Les tourments de ces derniers jours ont été grands. J'ai eu cette semaine 2 conférences publiques. L'une appartient au cycle de 6 conférences sur les troubles mentaux à l'âge infantile, l'autre était faite devant des étudiants, plus exactement devant plusieurs sociétés scientifiques d'étudiants. La matière de cette dernière était la symbolique. J'y ai travaillé et fait la tentative de fonder le symbolique, das Symbolische, dans la psychologie du développement, c'est-à-dire de montrer que le primum movens du fantasme individuel est le conflit individuel, mais que la matière ou la forme, comme l'on préfère, est mythique ou mythologiquement typique. Les matériaux à l'appui ne sont pas très importants. Il y aurait des choses plus belles et plus convaincantes, mais je crois qu'il y en a néanmoins beaucoup ici. J'aimerais bien vous montrer la chose une fois pour entendre vos conseils. Là, en 1910, ils sont encore gentils et Jung demande les conseils à Freud. Alors, Freud commençait déjà à travailler Totem et Tabou et il le gardait en secret. Il ne disait rien à Jung, donc on voit déjà une certaine méfiance. Et finalement, il dira qu'il travaille sur l'origine de la religion. Alors, c'est une lettre de Freud du 1er novembre 1911. Cher ami, je vous délivre volontiers de l'obscurité, vous et votre chère femme, qui m'est si bien connue comme devineresse, en vous disant que mon travail de cette semaine s'est rapporté au même thème que le vôtre, à savoir l'origine de la religion. Pour ne pas vous troubler, j'avais l'intention de ne rien en dire, mais comme j'ai vu à la première lecture de votre essai dans le Jahrbuch, je dois le lire une deuxième fois, pour l'instant Ferenc Si m'a chippé le volume, que vous connaissiez mon résultat, toutes les cachotteries tombent à mon soulagement. Vous savez donc aussi déjà que le complexe d'Oedipe contient la racine des sentiments religieux. Bravo! Ce que j'ai à donner comme preuve sera raconté en 5 minutes. Drôle de conception pour un scientifique. 5 minutes de preuve. Ensuite, les débats sur la mythologie commencent à s'intensifier à partir de 1911 et en même temps la tension entre les deux augmente. Je ne peux pas tout vous lire, mais un moment très important, c'est lorsque Jung se départ sur le fait étonnant que l'inceste gendre-belle-mère peut être dans certaines civilisations plus sévèrement interdit que l'inceste père-fille. Cet arbitraire symbolique lui fait conclure que l'inceste n'est pas interdit pour des raisons biologiques. Alors, c'est la lettre de
Jung du 27/4/1912. Là, les choses sont très très chaudes. Il commence vraiment à s'hérisser l'un contre l'autre. Je me suis aussi intensivement occupé du problème de l'inceste et je suis arrivé à des conclusions qui font apparaître l'inceste essentiellement comme un problème de fantasme. La morale originelle n'étant que cérémonie d'expiation et substitut d'interdiction, de sorte que par l'interdiction ethnique, une façon de parler d'interdiction culturelle, de l'inceste, ce n'est peut-être pas du tout l'inceste biologique qui est touché. Ce ne serait que du matériel incestueux, infantile, qui aurait été utilisé pour l'édification des premiers préceptes. Je ne sais pas si je m'exprime clairement. Je crois que non. Si c'était l'inceste biologique, alors mère-fille devrait également tomber sous l'interdit, bien plus que gendre-belle-mère. Là, les choses sont plus claires. Le rôle énorme de la mère dans la mythologie a une importance qui dépasse d'extrêmement loin le problème biologique de l'inceste et qui ne peut être que fantasmatique. Avec de cordiales salutations, votre entièrement dévoué Jung. Alors, Jung se rend compte que l'interdiction de l'inceste règle les rapports sociaux plutôt que les rapports biologiques. En niant le fait que l'interdiction de l'inceste serait une conséquence du désir incestueux, Jung se rapproche des conceptions ethnologiques qui mèneront aux théories actuelles de l'exogamie et de la logique de l'échange. Mais il augmente les soupçons de Freud. Parce que pour Freud, c'était le désir qui causait l'interdiction. Alors nous sommes à la page 635-636, la lettre du 17 mai 1912, c'est peu avant la rupture. En ce qui concerne la question de l'inceste, c'est toujours Jung qui écrit. Je crains de vous faire une impression très paradoxale. J'ose seulement encore jeter une conjecture hardie dans la discussion. Le grand quantum d'angoisse librement flottante chez l'homme naturel qui a mené à la création des cérémonies de tabou au sens le plus large, totem, etc., a entre autres créé aussi le tabou de l'inceste, mieux le tabou de la mère ou du père. Non pas en proportion de la valeur particulière de l'inceste lui-même, tout aussi peu que le totem est sacré en proportion de sa valeur biologique. De ce point de vue, cela s'énonce, l'inceste est interdit non parce qu'il est désiré, mais parce que l'angoisse flottante ravive du matériel infantile régressif et forme avec ce dernier une cérémonie d'expiation comme si on voulait ou avait voulu. Freud n'aimera pas ça. Psychologiquement aussi, l'interdiction de l'inceste n'a pas la signification qu'il faut lui assigner si l'on admet l'existence d'un désir incestueux particulièrement fort. Alors, Marlène me signale que c'est l'heure, alors je vais lire la dernière lettre, qui est celle de Freud du 23 mai. Il faut dire que l'originalité et la radicalité de Freud, si Jung il s'est rapproché de l'ethnologie, Freud, lui, sera dans sa position déterminante du sujet. La démarche de Freud, d'une certaine façon, ressemble un peu à celle de Durkheim quand il fonde la sociologie à travers la détermination sociale, presque totale. Pour Freud, il ne s'agit pas du sujet déterminé, mais déterminant. Évidemment, cette attitude que j'ai appelée la dernière fois l'impérialisme épistémique de Freud perturbe beaucoup les voisins. C'est ce que j'appelais aussi l'exportation. Jung parle des conséquences de l'interdiction de l'inceste et Freud cherche l'origine de l'interdiction. Alors, je lis une lettre entière de Freud et je termine là. C'est la lettre du 23 mai 1912. Cher ami, 1912.
Un grand merci pour votre réponse rapide et pour vos efforts en vue de ma compréhension. Rosenstein vous enverra le travail directement. Il est prêt à accepter la coupure et les modifications que vous lui proposerez. Dans l'affaire de la libido, je comprends enfin où se situe ce qui diffère dans votre conception. Je pensais naturellement l'inceste, mais je songe aux modifications que vous avez annoncées dans la conception de la libido. Ce que je ne comprends pas encore, c'est pourquoi vous abandonnez la conception antérieure et quelles peuvent être sinon l'origine et le ressort de l'interdiction de l'inceste. Je ne m'attends naturellement pas du tout à ce que vous m'éclairez davantage cette chose difficile par lettres, et je puis patienter jusqu'à ce que vous vous exprimiez publiquement à ce sujet. La valeur de votre communication réside pour moi en ce qu'elle contient la mise en garde et le rappel de ma première grande erreur, lorsque j'ai confondu des fantasmes avec des réalités. Je serai donc prudent et je prendrai garde à chaque pas du chemin. Mais si à présent nous laissons la raison de côté et que nous branchons l'appareil sur le plaisir, je reconnais une forte antipathie contre votre nouveauté, provenant de deux sources. Premièrement, à cause de son caractère régressif. Je pense que nous avons cru jusqu'à présent que l'angoisse venait de l'interdiction de l'inceste. Vous dites à présent que l'interdiction de l'inceste vient bien plutôt de l'angoisse. Et cela est très semblable à ce que l'on disait avant la psychanalyse. Deuxièmement, à cause d'une fatale ressemblance avec un théorème d'Adler, bien que je ne veuille naturellement pas dédaigner d'avance tout ce qu'a inventé Adler. Il disait « La libido de l'inceste est arrangée, entre guillemets, c'est-à-dire, le névrosé n'a pas du tout envie de sa mère, mais il veut se créer un motif pour s'effrayer de sa libido, et c'est pourquoi il fait miroiter devant ses yeux que sa libido est si grande qu'elle n'épargne même pas la mère. Or, cela me semble maintenant encore un peu trop fou et fondé sur une incompréhension totale de l'inconscient. Je ne doute pas, d'après vos allusions déjà, que votre déduction de la libido incestueuse s'énoncerait autrement, mais il y a une certaine parenté. J'observe une fois encore que ces objections sont reconnues comme émanant du principe du plaisir. Dans les jours de Pentecôte, je me rapprocherai de vous spatialement. Je vais le 24 courant au soir à Constance, chez Binswanger, et veux être de retour le mardi après Pentecôte. Le temps est si limité qu'on ne peut rien faire de plus avec lui. Avec des salutations cordiales pour vous et les vôtres, votre Freud. Donc ça veut dire, il allait à Constance, il n'avait pas le temps d'aller à Zurich, il y aura un quiproquo, un malentendu qui finira par augmenter la rupture. Alors j'arrête là et je crois qu'on pourra passer un peu au débat. La discussion. Alors, je ne sais pas d'ailleurs si...